Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du virus de l'immunodéficience humaine, le fameux VIH. Tout d'abord, commençons avec la maladie qui est le sida. À bien distinguer la différence entre sida et le VIH, sida, c'est bien la maladie causée, c'est le syndrome causé par le virus VIH. Par contre, le VIH, c'est le virus lui-même. Donc, à ne pas confondre entre les deux terminologies, les deux nominations, pardon. Donc, la maladie SIDA a été découverte en 1981. On avait le premier malade atteint de SIDA, mais le monde, la science, elle a besoin de 3 ans encore pour découvrir vraiment le VIH. Le premier type de VIH était découvert, c'était le type 1. Vous allez avoir après qu'on a deux types de VIH, le VIH de type 1 et de type 2. Le premier médicament mis en marché, c'était dans les années 80. Un petit peu plus tard, une vingtaine d'années ou bien une dizaine d'années, entre 96 et 2013, on a commencé jusqu'à maintenant ce qu'on appelle la trithérapie. Donc, ce sont trois molécules, trois médicaments, trois principes actifs qui seront donnés aux patients atteints de sida. Donc, lorsqu'on arrive à la partie de traitement, on va voir comment ça fonctionne, chacune de ces principes actifs, et pourquoi on fait une combinaison de trois principes actifs. Maintenant, des petites généralités, je suis sûr que vous les connaissez tous, mais quand même, ça sera bien de les réviser un petit peu. Donc, le sida ou bien le syndrome d'immunodéficience acquise, comme on a dit, découvert en 81, c'est le dernier stade de l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Donc, à bien distinguer ici la différence entre le virus et la maladie. Le sida est une maladie à déclaration obligatoire. Ça veut dire que si un laboratoire il fait un diagnostic d'un patient qui est atteint de sida, et le patient, il sort de VIH, pardon, et le patient sort positif, le laboratoire, il est obligé, ou l'hôpital, il est obligé à déclarer les résultats au père le ministre de Santé. Le VIH, que ce soit type 2 ou type 1, sont responsables d'une infection chronique grave qui évolue pendant plusieurs années. Ça dépend des patients, c'est entre 1 et 15 ans. C'est conduisant à la disparition de notre défense immunitaire du maladie, ce qui nous conduit à l'immunodéficience. Donc, comme on a dit avant, il y en a deux types de VIH, le VIH de type 1 et type 2. Vous trouvez que le VIH de type 1, on le trouve partout dans le monde. Par contre, le VIH de type 2, on le trouve dans une zone particulière de l'Afrique. Donc, le VIH de type 1, c'est le variant, le sous-type le plus répandu de VIH. Quelques données épidémiologiques des années 2013 de VIH. Alors, vous voyez, là, la continentale la plus affectée et la plus infectée de VIH, c'est l'Afrique, et surtout l'Afrique subsaharienne, où on trouve plus de 22 ou bien 23 millions de personnes infectées par le VIH. Alors, si vous prenez, par exemple, en comparaison, si vous mettez l'Europe plus l'Amérique du Nord, plus l'Amérique latine, bon, si vous mettez tout le monde entier à part et l'Afrique subsaharienne à part, vous trouvez qu'il y a plus des infections en Afrique subsaharienne que dans le monde entier. Alors là encore, un autre schéma qui montre plus en détail la prévalence dans chacun des pays. On estime plus de 7400 nouveaux VIH+ chaque jour. Malheureusement, on a plus que 87% entre eux vivent dans des pays sous-développés. Donc, maintenant, vous pouvez dire dans quel pays, c'est les pays subsahariens en Afrique. 1200 entre eux sont des enfants de moins de 15 ans, malheureusement, très malheureusement. Parmi les 6200 restants, on a 48% sont des femmes et 40% des jeunes adultes entre les 15 et les 24 ans. Alors, plus que la moitié, je peux dire, ce sont des adultes, bah, des enfants et des adultes, malheureusement encore. Quels sont les facteurs de risque? Je pense encore que vous la connaissez très bien, mais c'est bien de la mentionner. Les facteurs de risque, les facteurs qui favorisent la transmission de ce virus, c'est numéro un, c'est les rapports sexuels non protégés par l'usage de préservatifs en cas de partenaires, multiples ou occasionnels. On a encore le partage des seringues par les
toxicomane. Le toxicomane, il utilise la même seringue, il le partage, où il a les drogues dedans. Donc, ces seringues-là peuvent causer la transmission de VIH. Troisième chose, avec la prévalence le plus faible, c'est l'utilisation à des fins thérapeutiques du sang qui est contaminé et dérivé sans contrôle préalable. Donc, quelqu'un qui a besoin d'une transfusion sanguine, il aura du sang qui est infecté ou il a de VIH dedans. Mais c'est vraiment une très minorité. Mode de contamination, donc parmi les voies de transmission, on peut déduire les modes de contamination. On a tout d'abord les voies sexuelles, donc entre les hommes, les femmes, les homosexuels et les hétérosexuels. Par voie sanguine, dite parentérale, donc ici on a par exemple le partage des seringues souillées ou bien les transfusions du sang. On a encore troisième mode de transmission qui est la transmission de la mère à l'enfant. Donc, pendant la grossesse, au cours de l'accouchement, on a un risque de transmission materno-fœtale et même pendant l'allaitement. Mais heureusement, grâce au traitement, moins de 10% des enfants nés de mères séropositifs sont contaminés par le VIH, puisque les mamans, lorsqu'ils sont sous traitement, on a la quantité de virus dans le sang, ce qu'on appelle la charge virale. C'est quelque chose qui est bien contrôlé sous le traitement. Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup de virus dans le sang du maman. Et par la suite, il n'y aura pas de virus qui est transmis vers le lait maternel. Et l'enfant, il n'est pas, pas infecté ou bien le virus, il n'est pas transmis aux enfants via le lait maternel. Ou bien pendant l'accouchement, bien sûr. Donc, dans les modes de contamination, il faut bien noter que le virus ne peut pas se transmettre par la salive, par le toucher, par les piqûres d'insectes, heureusement, les moustiques, par la sueur et par les larves. Donc, ce sont des modes où le virus, il n'est pas capable de se transmettre. Passons maintenant à la partie virologique, structure de virus. Le virus HIV, c'est un virus, quand vous avez, je pense, c'est un rétrovirus, c'est un virus ARN. Lorsqu'on dit un virus rétrovirus, ça veut dire que c'est un virus qui possède un génome ARN, mais lorsqu'il rentre dans la cellule, il va retranscrire, il va faire une transcription inverse et il va se retransformer en ADN. C'est l'agent étiologique causatrice de SIDA. Il y en a deux souches, comme on a dit, le VIH de type 1 qui est le plus répandu et le VIH de type 2. Le VIH est un virus enveloppé, donc il a l'option de l'enveloppe. Il possède une bicouche lipidique sur laquelle se trouvent les glycoprotéines, les GP, dont le GP120. Donc le GP120, si vous vous rappelez très bien de principe qu'on a dit, il y en a toujours le principe de l'FNO-le-Meftah. On a les GP120 qui va se fixer sur le récepteur cellulaire qui s'appelle le CD4. Le CD4, un récepteur qu'on le trouve, un marqueur qu'on le trouve aux surfaces des cellules T4. Donc, les cellules T4, on a le virus qui va se fixer grâce à son glycoprotéine GP120 et il va se fixer sur les récepteurs CD4 qui sont trouvés sur les lymphocytes T4. Les capsides contiennent deux molécules d'ARN simple brun, identiques, ainsi que les enzymes nécessaires à sa réplication dans des lymphocytes T4. Quelles sont ces enzymes-là? Ce sont la reverse transcriptase, l'intégrase et les protéases. Donc ici, il faut qu'on discute un petit peu ces trois protéines et la nécessité de ces trois protéines pour le virus lui-même. Donc, si vous vous rappelez très bien, à l'introduction de ce cours, on a dit que le virus est un parasite intracellulaire obligatoire où il ne peut pas vivre, il ne peut pas se répliquer, il ne peut pas se multiplier en dehors de la cellule. Pourquoi? Puisqu'il a besoin de la machinerie cellulaire. S'il a besoin de l'ADN polymérase, il va utiliser l'ADN polymérase de la cellule. S'il a besoin des ribosomes, il va utiliser les ribosomes cellulaires, etc. Mais vous regardez chez le HIV, par exemple, on a trois protéines qui viennent déjà avec le virus. Si vous regardez, c'est quoi ces protéines? La première protéine, c'est la reverse transcriptase. Donc, transcriptase inverse. C'est une enzyme qui est capable
de faire la transcription inverse, de retourner l'ARN vers l'ADN. La cellule humaine, elle ne possède pas cette enzyme. Elle ne possède pas cette enzyme. Bon, dans notre cellule eucaryotique, on n'a pas besoin de recopier l'ARN vers l'ADN. Donc là, le virus, il est obligé de ramener cette enzyme avec lui. Parce que s'il n'a pas ramené, il ne va pas trouver cette enzyme dans la machinerie cellulaire qui va lui permettre de recopier son ARN vers l'ADN. Donc, dans ce cas-là, c'est ou bien le virus, il va ramener cette protéine, cette enzyme avec lui, ou bien il va finir par mourir, il ne peut pas se répliquer. Après, on a l'enzyme qui s'appelle l'intégrase. L'intégrase, c'est une enzyme qui va permettre de l'ADN viral de s'intégrer dans le génome humain. Donc, le génome humain, il ne va pas faire s'intégrer les chromosomes entre eux. Il ne va pas prendre un morceau de chromosome 19 et le faire intégrer dans un chromosome numéro 1. Donc, on n'a pas besoin de telle enzyme. C'est pour ça le virus, il va ramener avec lui. On a encore des protéases spécifiques à lui. Donc, sans trop rentrer dans les détails, pourquoi il a besoin de ces protéases, je vais les faire expliquer d'une manière très brève. Si vous n'avez pas arrivé à les comprendre, ce n'est pas grave. Contactez-moi sur notre groupe WhatsApp et posez les questions, mais sachant que vous n'êtes pas responsable vraiment de cette information, c'est pour info, pas plus. Donc, comme l'ARN viral, le génome viral, c'est un ARN. Donc, l'ARN qui va donner naissance après à une protéine. Donc, comme le virus possède plusieurs protéines et c'est un seul morceau d'ARN, dans une seule protéine. Donc, comment le virus il peut ramener plusieurs protéines à partir d'une seule protéine? Qu'est-ce qu'il fait? Un morceau d'ARN, il va donner un morceau de protéine et par la suite, les protéases, ils vont rentrer pour couper cette grande protéine vers des petites protéines fonctionnelles. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de ces protéases spécifiques. Sachant que la cellule humaine, elle possède des protéases, ce ne sont pas des protéases spécifiques qui sont capables de couper la séquence protéique de virus dans les sites spécifiques. C'est pour ça que le virus, il est obligé de le ramener avec lui. Donc, ici, une représentation schématique de cette structure virale. Là, vous voyez, dans le corps de virus, on a ces deux brins d'ARN, qui sont des ARN de simple brin, entourés par le capside, et à l'extérieur, on trouve l'enveloppe. Et sur l'enveloppe, on trouve plusieurs glycoprotéines, parmi lesquelles les GP120, qui sont responsables de l'attachement et de fixation de virus sur les récepteurs cellulaires. Passons maintenant au cycle viral de VIH. Pour ne pas lire des choses directement devant vous, là, on a une représentation schématique. On va essayer de la expliquer sur cette présentation schématique. Après, on reprendra les diapos, qu'est-ce qu'ils disent, pour qu'on vérifie qu'on a tout bien expliqué. Donc, tout d'abord, le virus, comme on a dit, il va venir et se fixer sur son récepteur. On s'est mis d'accord que la protéine GP, la glycoprotéine GP120 de virus HIV, elle va se fixer sur la protéine CD4. On a ce qu'on appelle la CCR5. La CCR5, c'est une co-récepteur. Donc, ce n'est pas le récepteur essentiel, c'est pas elle va aider la fixation de virus, mais sachant que sa présence, elle est obligatoire. Le virus, il ne peut pas se fixer sans la présence d'une protéine qui s'appelle la CCR5. Après, comme vous voyez, il y aura une fusion entre l'enveloppe virale et le membrane cellulaire. Après cette fusion, les matériels génétiques, l'ARN viral, il va rentrer à l'intérieur de cytoplasme. Là, le transcriptase inverse, qui est marqué en rouge, il va rentrer en jeu pour transformer cet ARN vers l'ADN. Une fois il est transformé en ADN, l'ADN il va se migrer vers le noyau où il va, et grâce à une protéine, comme on a dit, qui s'appelle l'intégrase, il va s'intégrer dans notre génome humain. Juste après, il va commencer à s'exprimer. On a l'ARN viral qui va être exprimé et il va sortir à l'extérieur du noyau.
Là, grâce au ribosome et la machinerie cellulaire, il va se transformer en protéines. Si vous vous rappelez un petit peu, on a dit qu'il y en a une grande morceau, une grande protéine qui va être exprimée. Donc, la protéase, elle va rentrer pour couper cette grande protéine dans des petits morceaux. Et ces petits morceaux vont mettre un génome d'ARN là-dedans. Et par la suite, ils vont se migrer vers l'enveloppe, vers la membrane cellulaire, où elle va prendre un morceau de cette membrane cellulaire pour qu'elle sera libérée par la suite à l'extérieur de la cellule. Donc, vous voyez très bien que l'enveloppe virale, c'est la membrane cellulaire. C'est la membrane cellulaire de la cellule. C'est pour ça, ça facilite après le processus de fusion, puisque les deux sont de même nature. Donc là, on revient à ce qu'on a écrit avant. Donc, la première étape de cycle viral, c'était l'attachement, où la glycoprotéine, on a dit la GP120, il est capable de se fixer au marqueur CD4, présente sur la membrane des lymphocytes T4. Une autre protéine lymphocytaire intervient dans cette fixation, le corécepteur. Là, on a parlé de CCR5, il y en a encore le CXCR4. Après l'attachement, on aura l'étape de pénétration, où la fixation de VIH sur le CD4 permet à la protéine GP41 de s'insérer dans la membrane lymphocyte T4 et entraîner la fusion des membranes lipidiques virales et lymphocytaires cellulaires. Le virus entouré de ces deux capsides, mais dépourvu de son enveloppe qui est restée à l'extérieur, bien sûr, pénètre dans le cytoplasme. Après, on aura l'étape de décapsidation. Comme elle dit, il y aura une dissociation entre les deux capsides qui permet de libérer les deux molécules d'ARN dans le cytoplasme du lymphocyte. Juste après, on a l'étape de la transcription reverse ou inverse et l'intégration, où chaque copie de ARN viral est associée à une molécule de transcriptase inverse. Cette enzyme est capable de synthétiser une molécule, comme on a dit, d'ADN complémentaire, ce qu'on appelle l'ADN-C, de l'ARN viral. Elle synthétise ensuite le brin complémentaire de l'ADN-C pour former un double bras. Donc, comme on a deux molécules d'ARN, chaque molécule d'ARN va donner une copie d'ADN. Ces deux copies d'ADN, ils vont s'associer pour donner des brins complémentaires, comme on aura un ADN à double bras. L'ADN à double bras pénètre dans le noyau et s'intègre à l'ADN de lymphocyte grâce à l'enzyme, comme on a dit, qui est l'intégrase. L'information génétique, les matériels génétiques de VIH donc, vont être alors exprimés avec l'ADN de lymphocyte grâce à la machinerie cellulaire qui est l'ARN polymérase, le ribosome, le réticulum endoplasmique, etc. L'ADN viral est alors transcrit en plusieurs copies d'ARN messager grâce à une ARN polymérase des lymphocytes. Donc là, comme on a l'enzyme qui est capable de transformer l'ADN en ARN, le virus n'a pas besoin de le ramener lui-même et il va utiliser la machinerie cellulaire, l'ARN polymérase cellulaire, pour exprimer pour faire la transcription de l'ARN. Après, on a l'étape de traduction. On a les molécules d'ARN messager qui vont sortir du noyau, comme tout ARN cellulaire, pour gagner le cytoplasme, pour qu'il arrive au cytoplasme. Elles sont traduites en différents précurseurs protéiques au niveau de ribosome de lymphocytes. Sous l'action de cette protéase, fameuse protéase cellulaire et virale, les précurseurs protéiques sont clivés en protéines constitutives de VIH, qui sont les GP120, GP41, etc., l'intégrase de protéase, etc., etc. Donc maintenant, on a bien formé les matériels premiers des nouveaux virions. Maintenant, il faut assembler ces matériels où on a l'ARN viral, qui est le génome. Il va être associé aux protéines virales et l'ensemble vont permettre de renformer les virus encapsidés. Donc maintenant, on a le virus complet à l'exception de son enveloppe. Les protéines membranaires de virus sont adressées vers la membrane du lymphocyte. Une fois qu'ils sont arrivés vers la membrane du lymphocyte, on a le bourgeonnement, où le virus il va faire des petits bourgeons avec lesquels ils vont prendre une partie de membrane cellulaire. Une fois qu'ils ont gagné cette partie de membrane cellulaire comme leur enveloppe,
on arrivera à l'étape de libération où on a une lymphocyte T4 qui est capable de produire une grande quantité, vraiment une énorme quantité de virus qui vont être libérés et qui vont infecter les autres lymphocytes. Donc là, on a une schématisation des corécepteurs où on a deux corécepteurs qui rentrent en jeu, les CXCR4 et les CCR5. Une de ces corécepteurs, lorsqu'il est présent, ça suffit pour que le virus se fixe sur la protéine CD4. Là, une autre schématisation des récepteurs et les corécepteurs. Donc, comme vous voyez ici, les corécepteurs vont stabiliser cette liaison entre la GP120 et la CD4. Maintenant, on passe vers la charge virale. Donc, le terme de charge virale, c'est la quantité de virus qui est circulée dans le sang. Alors, vous voyez dans la figure à gauche, on a une charge virale élevée. On a beaucoup de virus qui se circulent. Par contre, là, à notre droite, on trouve une charge virale basse où on a une petite quantité de virus qui se circulent. Lorsque la charge virale elle est basse, cette charge virale elle est indétectable dans le laboratoire, où le virus il n'est non quantifiable dans le sang, mais il est toujours présent. Là, ce qu'on appelle la fenêtre noire, où le patient il est capable de transmettre le virus, il possède le virus dans le sang, mais en analyse de laboratoire, il sort autant négatif. Heureusement, cette période, ce n'est pas une longue période. Elle va rester, bon, ça dépend de chaque patient, entre quelques jours et quelques semaines. Là, un petit rappel de l'immunité. Vous savez très bien, on a les lymphocytes blancs qui rentrent en jeu, les leucocytes, les globules blancs, pardon, qui rentrent en jeu pour défendre notre corps. On a les neutrophiles, on a les lymphocytes B et T et les macrophages. Donc, les macrophages qui digèrent les microbes et les lymphocytes T et les lymphocytes B, les lymphocytes B qui fabriquent les anticorps et les lymphocytes T qui sont responsables de l'immunité dite cellulaire et qui sont responsables de sécréter les cytokines afin de défendre notre corps. C'est juste un petit rappel des cellules, des globules blancs et de leur fonction. Donc, tout d'abord, les phases de la maladie. Si le patient n'est pas sous traitement, qu'est-ce que ça va se passer? Tout d'abord, on a la primo-infection. Comme on s'est mis d'accord plusieurs fois, la primo-infection, ça veut dire la première fois où le patient était en contact avec le virus, la première fois la personne est infectée par le virus. Le patient possède une sérologie positive, mais il ne développe pas des symptômes. Il y en a vraiment peu de symptômes, comme une infection grippale, si vous voulez, ou bien il n'a pas de symptômes du tout. Là, le patient ici possède un système immunitaire normal et la quantification de ces D4 dans son sang, il montre un chiffre plus grand que 500. Alors, après, le patient il va passer en phase dite asymptomatique, où il est toujours séropositif, il n'a pas de symptômes, mais avec le temps, là, on parle des années vraiment, ce n'est pas des jours ou bien des semaines, c'est des années, c'est environ de 10 ans. Le patient, il commence à développer, à montrer des symptômes dits mineurs, comme des candidoses dans la bouche, du zona, une perte de poids, une réactivation virale. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle les symptômes mineurs, là où le patient il a vraiment le maximum de chances d'être diagnostiqué, de connaître qu'il est séroplus de HIV. Mais malheureusement, c'est une période de 10 ans quand même. Donc, c'est une longue période où la personne était peut-être en contact avec plusieurs personnes, plusieurs autres personnes. Là, le patient, il rentre en immunodépression où la quantité de CT4, elle est entre 200 et 500. Troisième phase, ce qu'on appelle SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, toujours, il est séropositif, bien sûr, mais là, les symptômes, c'est des symptômes majeurs qui peuvent menacer la vie, comme la toxoplasmose, des pneumocytoses, des cancers. Alors là, vraiment, les 3 points, c'est des 3 points de beaucoup, quoi.
Beaucoup des virus, beaucoup de champignons, beaucoup des parasites sont capables de rendre, de vraiment menacer la vie du patient. Beaucoup des virus qui sont asymptomatiques, qui ne sont pas des grands effets sur les personnes immunocompétentes. Par contre, chez les patients atteints de sida, ça va vraiment menacer leur vie. Ce qu'on appelle une immunodépression profonde, où le patient il a moins de 200 de CD4 dans le sang. Ça, c'est vraiment une étape très avancée de sida. Donc, c'est une infection à HIV. Lorsque le patient il est en sida, ce qu'on a vraiment peur, ce sont les infections dites opportunistes. Donc, c'est une infection qui profite de la base de défense immunitaire pour se développer. Là, on peut noter, par exemple, les toxoplasmoses et surtout les toxoplasmoses à réactivation, à localisation cérébrale. Là, ça va paralyser le patient, ça va être vraiment un risque vital chez les immunodéprimés. Par contre, chez les immunocompétents, il n'y a pas beaucoup de signes, un petit peu de fatigue, des problèmes bon, pendant les grossesses. Je laisse ça pas à la partie de parasitologie où la prof, elle va vous expliquer la séroconversion de la toxoplasma pendant la grossesse et ses risques. Et c'est une infection qui persiste toute la vie, mais elle ne menace pas la vie lorsqu'on est immunocompétent. Mais si le patient il passe dans un état d'immunodépression, là, vraiment, ce parasite-là, il est capable de menacer sa vie. Donc, là, une petite schéma pour vous montrer. Là, on a le train qui est le VIH, les rails qui sont pardon, la vitesse avec laquelle ce train il va y aller vers la fin, c'est la virémie, c'est la quantité de virus. Plus on a de virus dans le sang, plus ce train il va y aller plus vite. Là, et le chemin, c'est le nombre de TT4. Plus on a de T4, plus le VIH il a du temps et il lui faut du temps pour que le patient il arrive à l'infection opportuniste. Ce qu'on essaye, nous, avec les traitements, c'est de diminuer la vitesse par la diminution de la virémie. On essaye d'augmenter le nombre de CD4, ces patients. Lorsqu'on joue sur ces deux variables-là, le patient, il met beaucoup plus du temps lorsqu'il arrive à une étape vraiment dangereuse de sida, là où le patient il arrive à co-survivre avec l'infection. Donc, clinique, je vais laisser pour le prochain vidéo. J'arrête avec ce vidéo-là et je vais commencer avec le deuxième vidéo tout de suite. À tout de suite.